Vous êtes-vous déjà senti jugé non pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faites? N'est-il pas étrange de voir comment la société peut souvent élever les titres au-dessus des talents? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Elliot, je suis un homme de 32 ans qui dirige ma propre entreprise de plomberie florissante. Pas exactement le métier de rêve aux yeux de certains, mais bon, ça paie les factures, et surtout, ça nourrit ma passion. Ce qui m'amène ici, c'est l'histoire de la façon dont je me suis retrouvé à couteau tiré avec ma famille. Tout cela à cause de ma profession. Pour vous donner un peu de contexte, ma famille a toujours penché vers les professions plus traditionnelles, médecins, avocats, etc. Les éloges académiques ont été ce qui a suscité des applaudissements autour de la table de la salle à manger, tandis que les discussions sur les carrières inférieures ont été balayées sous le tapis. Dès le plus jeune âge, les murmures subtils de l'attente ont décoré chaque réunion de famille. Elliot, avez-vous envisagé un cheminement de carrière plus respectable? On me demandait constamment, comme si me dire commerçant était porter un insigne de déshonneur. Vous voyez, j'avais une sœur, Nora. Contrairement à moi, elle était la prunelle des yeux de tout le monde, studieuse et déterminée. Elle avait les yeux rivés sur l'école de droit. Mes parents étaient plus que prêts à soutenir ses rêves ambitieux, financièrement et émotionnellement. Pendant ce temps, j'ai suivi mon chemin unique, les coudes enfoncés dans les tuyaux et les fixations, creusant le gouffre entre moi et leur monde de costumes en tweed et de carrière juridique immaculée. Pendant très longtemps, j'ai essayé de m'adapter à leurs attentes, tout en me frayant un chemin dans la vie avec une clé à molette dans une main et des rêves d'acceptation dans l'autre. Mais c'est là que ça devient intriguant. Chaque année, à Noël, ma famille se réunissait en plein essor. Les festivités étaient grandioses, avec des décorations animées et un festin digne des rois. Une année, cependant, quelque chose de particulier s'est produit. Presque sur un coup de tête, je me suis retrouvé systématiquement exclu des projets de vacances. Oh, qu'ils étaient subtils, en effet. Mon absence inaperçue, ma présence ininterrompue, chaque pipeline de sentiments de plombier a jailli de ses propres fuites, créant un désordre complexe. Maintenant, vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui a pu déclencher une telle exclusion de leur part? C'était simple, vraiment. Ils me voyaient simplement comme un plombier, et non comme l'entrepreneur audacieux que je suis. Et alors que mon ressentiment bouillonnait comme une marmite frémissante sur la cuisinière, un moment décisif s'est produit. Nora, avec ses rêves d'école de droit bercés dans le filet de sécurité fourni par mes parents, et en partie par moi, a décidé que je n'étais pas le genre de membre de la famille qui méritait sa vénération de Noël. Il m'est alors apparu, très clairement, que les rôles que nous jouons ne devraient pas dicter notre valeur aux yeux de nos proches. Dans une tournure plutôt inattendue, j'ai choisi de retirer la corde de sécurité financière que j'avais offerte pour son éducation. Peut-être audacieux, peut-être perçu comme mesquin par certains, mais pour moi, c'était ma déclaration. Je suis inestimable au-delà des tuyaux sertis et des drains bouchés. Nora était donc là, confrontée au rude hiver de l'autocalcul financier, et je me suis retrouvée à un curieux carrefour. Étais-je vraiment mieux sans les liens familiaux qui sous-estimaient mon essence? Ou notre histoire a-t-elle pesé plus que nos professions? Restez dans les parages, et je vous dirai comment une décision a changé non seulement ma dynamique familiale, mais aussi le cours de mon propre parcours. Titolo. Partie 2. À l'approche de Noël l'année dernière, le sentiment de famille et d'anticipation qui entourait normalement cette période festive a été éclipsé par les tensions et la discorde au sein de la famille Johnson. La décision de John de ne pas soutenir financièrement l'éducation de sa sœur Lucy n'est pas née du jour au lendemain. Approfondissons la série d'événements qui ont conduit à cette décision déchirante. Pour comprendre ce conflit familial, il faut revenir en arrière jusqu'à il y a 3 ans. John Johnson venait de lancer son entreprise de plomberie à Abington, une modeste ville du sud-est réputée pour sa riche architecture historique. Malgré la vision stéréotypée de la plomberie comme une carrière moins que souhaitable, John a trouvé à la fois passion et rentabilité dans son travail. Son entreprise, Johnson's Pipe Dream, a rapidement acquis une bonne réputation de fiabilité, ce qui n'était pas une mince affaire sur un marché dominé par des concurrents plus grands et mieux établis. Entre-temps, sa sœur cadette Lucy, de 7 ans sa cadette, s'était lancée dans un voyage remarquable. Étudiante brillante et ambitieuse, Lucy avait été acceptée dans le prestigieux programme de droit de l'université Somerset, une réalisation capitale qui a apporté une immense fierté à la famille. Compte tenu des coûts élevés associés au diplôme en droit, John s'est mobilisé et a volontairement couvert une partie importante de ses frais de scolarité. Ce soutien financier devait permettre à Lucy de se concentrer uniquement sur ses études sans le fardeau des dettes ou du travail à temps partiel. Pourtant, au fur et à mesure que le parcours éducatif de Lucy progressait,
John a commencé à remarquer un changement subtil mais douloureux dans la dynamique familiale. L'époque du respect et du soutien mutuel est révolue. Au lieu de cela, la famille semblait s'aligner de plus en plus sur Lucy, minimisant souvent la profession de John. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est le sarcasme lors de réunions de famille, certaines insinuant que le travail de John était en quelque sorte inférieur ou sale. Des commentaires comme « Quand rejoindrez-vous les vrais professionnels ?» sont devenus un refrain courant, en particulier de la part des proches lors du dîner annuel de Noël. Cette veillée fatidique de Noël 2022 a marqué le point de basculement. Réunis dans la maison douillette de leurs parents, les conversations coulaient au milieu de l'arôme du cidre épicé et des biscuits fraîchement cuits. Cependant, la chaleur de l'occasion a été gâchée par une nouvelle série de blagues élitistes ciblant John, se concentrant sur son choix de carrière indigne. Les rires du rôti pointaient clairement dans sa direction, laissant John se sentir humilié une fois de plus. Pour John, ce n'était pas seulement une simple plaisanterie de Noël. Chaque mot était un rappel du manque de respect que sa famille avait pour son succès durement gagné. Bien qu'il ait exprimé son malaise ce soir-là, il a été accueilli par des excuses dédaigneuses et des phrases telles que « Allez, ce n'est qu'une blague », ce qui l'a encore plus aliéné. Au début de janvier 2023, John a réévalué son rôle dans l'éducation de sa sœur. Soutenir les rêves de quelqu'un, a-t-il raisonné, doit aller de pair avec le respect mutuel. En mars de la même année, après de nombreux débats internes et plusieurs tentatives pour résoudre en privé les griefs de sa famille, John prit sa décision finale. Il a choisi de retirer son soutien financier à la faculté de droit de Lucy. Lucy a été anéantie lorsque la nouvelle lui est parvenue, déclenchant un barrage d'appels émotionnels. Pourtant, ces conversations n'ont fait que souligner à quel point John était devenu isolé au sein de sa propre famille. Pas une seule reconnaissance de la douleur que leur dédain constant lui causait, seulement des questions sur la façon dont il pouvait être si égoïste, au point de mettre en péril l'avenir de Lucy. À la mi-2023, le fossé dans la famille était bien défini. Non seulement John s'est distancié émotionnellement, mais il a également choisi de passer moins de temps lors d'événements familiaux. Les anniversaires, Thanksgiving et d'autres occasions passaient avec ses notes d'absence polies mais fermes. Pour John, la clarté était libératrice, son énergie était redirigée vers l'expansion de Johnson's Pipe Dream, qui s'épanouissait plus que jamais. Il est intéressant de noter que cette décision n'a pas détruit la relation de John avec sa sœur comme certains pourraient le supposer. En septembre 2023, Lucy l'a contacté à plusieurs reprises, non pas pour obtenir une aide financière, mais pour réparer leur relation, sans ressentiment passé. Bien que les progrès aient été lents, ils ont réussi à reconstruire une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle plutôt que sur les obligations et les stéréotypes. Aujourd'hui, John se trouve à la croisée des chemins. Bien qu'il soit fier de ses réalisations, une tristesse persistante subsiste quant aux liens familiaux en lambeaux par les jugements sociétaux. À l'approche du prochain Noël, il se demande si cela pourrait être l'occasion de panser les blessures ou si les fantômes des rassemblements passés persisteront. Apprendre à pardonner mais pas à oublier reste un voyage continu. En conclusion, les événements difficiles entre John et sa famille mettent en évidence des dilemmes cruciaux autour du respect, des limites personnelles et des attentes sociétales. Naviguer sur ces eaux a remodelé la façon dont John se voit et voit ceux qui l'entourent. Lorsqu'il réfléchit à ses choix, une chose est claire, le respect et la dignité ne sont pas des privilèges, mais plutôt les pierres angulaires de toute relation, familiale ou autre. Avance rapide jusqu'au crescendo de la frustration en décembre dernier. Ma famille, en particulier ma mère et ma sœur, a toujours été prompte à rejeter mon travail. Bien qu'il soit propriétaire d'une entreprise florissante que j'ai construite à partir de zéro, il semblait toujours avoir le nez légèrement levé, ce qui laissait entrevoir un sentiment de supériorité lié à leur profession plus respectable. Vous vous demandez peut-être comment cette attitude est devenue si flagrante qu'elle a brûlé suffisamment pour que je prenne une mesure drastique. Eh bien, cela a fait boule de neige lors d'une réunion de famille particulièrement tendue. Noël a toujours été un moment pour nous de nous blottir, de partager des histoires de l'année écoulée et de savourer des rires chaleureux et des repas festifs. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait un air d'élitisme indubitable qui étouffait la pièce. Alors que tout le monde faisait le tour de la table pour partager des mises à jour de ma vie, quand ce fut mon tour, la réponse a été au mieux tiède. Ma sœur, Léa brillante et ambitieuse, plongée dans ses études de droit jusqu'aux genoux, a ressenti le besoin de rappeler à tout le monde à quel point ses réalisations étaient beaucoup plus importantes, faisant subtilement allusion à sa conviction que le domaine juridique l'emportait en quelque sorte sur mes contributions en tant que plombier. Mon cœur s'est serré en réalisant comment cette comparaison erronée lui trottait dans la tête depuis un certain temps.
Dans cette conversation particulière, il était évident que Léa était enveloppée dans la bulle sociétale, où le prestige associé à une carrière intellectuelle semblait définir la valeur. Elle avait revêtu une façade de sympathie, mais elle s'est glissée dans des piques sournoises sur le fait que la plomberie ne pouvait pas rivaliser avec les subtilités de la loi, comme si les tuyaux sous la ville qui coulent inlassablement sans faute étaient en quelque sorte moins importants. Conceptuellement, cela se résume à la valorisation sociétale des professions. Notre monde accorde souvent une valeur intangible au parcours professionnel. Fala au traduisir par AFR apo multipla tentativa, il méritait plus qu'un licenciement condescendant. Abandonner les regards critiques et couper son soutien financier a été une libération douce amère. Il s'est concentré sur l'expansion de son entreprise, investissant du temps dans une équipe qui appréciait l'importance de son métier. La charge de travail s'intensifie, mais la satisfaction de développer un service réputé le propulse vers l'avant. Pour la première fois, ses réalisations parlaient plus fort que n'importe quelle critique familiale. Pendant ce temps, le rêve d'Émilie a été confronté à des défis précaires. Avec une réduction brutale du financement, elle a eu du mal à joindre les deux bouts, jonglant avec des emplois à temps partiel tout en essayant de maintenir ses notes. Des lettres et des courriels implorant de l'aide sont arrivés, mais Sébastien n'a pas pu se résoudre à répondre. Les mots semblaient creux, les excuses trop commodes. Maintenant, entouré par la chaleur de l'église mais ressentant le gouffre familial, Sébastien a réfléchi à ses choix. La décision de se détacher n'avait pas été prise uniquement par dépit, mais plutôt comme un acte d'autopréservation. Il a trop longtemps enduré le renvoi, le manque de respect et la sous-évaluation. Alors que la chorale montait en crescendo jusqu'à une finale joyeuse, Sébastien s'est levé, le poids de l'absence de sa famille pesant sur lui mais lui rappelant la force qu'il avait trouvée en lui. Flanqué d'étrangers en liesse plutôt que de ses proches, il a réalisé qu'il avait créé un espace où sa valeur était reconnue, loin de ceux qui doutaient de la dignité de son travail. Une tape sur l'épaule le ramena à la réalité. Surpris, Sébastien se retourna pour voir Émilie, les joues rougies par le froid, debout à côté de lui. Son sourire hésitant contenait un mélange d'embarras et de réconciliation pleine d'espoir. Elle s'est penchée vers elle, chuchotant par-dessus les applaudissements de la chorale. « Avoir mon grand frère me manque. » L'espace d'un instant, l'espoir vacilla dans la poitrine de Sébastien, mêlé de scepticisme. Tout pourrait-il être pardonné si facilement? La présence d'Émilie au service en disait long, peut-être un premier pas timide vers la réparation de ce qui était fracturé. Tandis que l'assemblée commençait à s'étendre dans l'allée enneigée, Sébastien et Émilie s'attardèrent, causant sous les vitraux, des paroles prudentes comblant lentement le fossé que le temps et l'orgueil avaient élargi. Dans le monde extérieur, où les rafales dansaient et les lumières de Noël scintillaient, un nouveau chapitre s'est ouvert, non pas dicté par les attentes de la société, mais par le respect mutuel, la compréhension et la chaleur chaleureuse semblables à des pipes bien entretenues par une nuit glaciale. 5e partie. La confrontation et la réflexion. Astérisque titre. Résilience et réalisation astérisque. L'affrontement avec ma sœur, Delila, qui a été évité longtemps, s'est produit de manière inattendue par un mardi après-midi couvert. Je terminais un travail dans une vieille maison victorienne, ce genre de choses débordait de caractère, tout comme le font habituellement les propriétaires, et alors que je terminais, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. Je me suis retournée et j'ai vu Delila debout au bord de l'allée, sa silhouette se détachant sur le ciel sombre, reflétant la tension entre nous. En m'approchant, j'ai remarqué le sillon familier sur son front, un sillon qui exprimait autrefois une inquiétude fraternelle, mais qui semblait maintenant fixé sur une rancune. « Philippe », commença-t-elle, la voix oscillant entre la frustration et l'espoir, « nous devons parler. Cela a duré trop longtemps. » En voyant le sérieux dans ses yeux, je savais que me détourner n'était pas une option. Il était temps pour nous deux de faire face au non-dit qui avait transformé notre maison en un champ de bataille fragile. J'ai fait un geste vers le porche de la maison, une invitation à m'installer et à démêler les fils enchevêtrés de l'incompréhension. Delila soupira en s'asseyant sur les marches en bois, le grincement faisant écho à la tension entre nous. « J'ai beaucoup réfléchi », commença-t-elle, sa voix s'adoucissant légèrement. « À propos de tout. Sur les derniers mois, cette rupture familiale, et surtout, sur notre relation. » J'ai alors été frappé, assis sur ces marches, de constater que sous les couches de sa colère se cachait une vulnérabilité indéniable, une reconnaissance de la façon dont notre querelle avait rongé le lien que nous chérissions autrefois. J'ai choisi d'écouter vraiment, ce qu'elle avait à dire. Quelle que soit l'amertume qui régnait dans mon cœur, je lui devais cette occasion de s'exprimer, au moment même où elle me témoignait la même courtoisie. J'avais tort, admit Delila avec un soupir, son regard dérivant sur le jardin.
chargé de souvenirs de notre enfance. J'étais pris dans mon monde, mes rêves, et j'ai oublié que les vôtres étaient tout aussi réels et méritaient le respect. Ces mots m'ont pris au dépourvu, frappant comme des mélodies douces amères d'un air oublié. J'ai regardé Delilah, ses yeux débordant de sincérité, et soudain, le mur invisible entre nous ne semblait plus aussi impénétrable. Je pouvais sentir le désir de compréhension dans sa voix, une émotion qui résonnait dans mon propre cœur. Delilah, ai-je finalement dit, essayant de rassembler mes propres pensées éparpillées. La vérité est que j'ai toujours admiré ta passion, ton dynamisme. Mais j'avais l'impression que vous et votre famille rejetiez ce que je fais, ce que j'aime. Nos yeux se sont croisés et, pour la première fois depuis longtemps, nous avons partagé un moment de compréhension mutuelle. C'est à ce moment-là que nos griefs ont commencé se transformant en compassion et en acceptation, chacun d'entre nous reconnaissant que nos chemins, bien que différents, étaient tout aussi dignes. Tandis que nous continuions à parler, les conversations sont passées de souvenirs douloureux à des visions pleines d'espoir. Nous avons pensé nos blessures et nos regrets, en choisissant de construire des ponts au lieu d'entretenir des divisions. J'ai réalisé que la force résidait dans nos différences, et non dans leur rejet. Mon travail n'était peut-être pas prestigieux et respectif, mais il a toujours fait partie intégrante de la formation de moi, en enseignant la résilience et l'humilité. Dans le silence d'acceptation qui a suivi, j'ai senti les vestiges de l'orgueil et de l'ego fondre, laissant derrière moi une nouvelle clarté sur ce qui compte vraiment. Delilah posa doucement sa main sur la mienne. Il s'agissait d'un geste hésitant, enraciné dans une histoire commune de rires et de larmes migratoires. Ne perdons pas cette chance, Philippe, murmura-t-elle, faisant écho au sentiment de renouveau et de réconciliation qui palpitait entre nous. C'est ainsi que, au milieu de la symphonie sourde du bruissement des feuilles et des vents passagers, nous sommes parvenus à un accord tacite. Il était temps de se réparer, d'élever les rêves de l'autre plutôt que de les étouffer. Parfois, le pardon n'a pas besoin d'être exprimé par de grands gestes ou des paroles éloquentes. Parfois, on le trouve dans la simplicité de la compréhension. En regardant Delilah partir, son fardeau s'allégeant en quelque sorte, j'ai réalisé qu'en m'appropriant mon voyage, je n'avais pas perdu ma place dans la famille, j'avais seulement fait une pause, attendant ses retrouvailles. Il ne s'agit pas simplement de concéder ses fautes. Il s'agit de reconnaître que la guérison transcende l'orgueil. Rétrospectivement, notre conversation était plus qu'une simple rencontre. Ce fut un tournant, un moment d'illumination qui a permis à des feuilles naissantes d'espoir et de confiance de prospérer, sans être encombrées par les ombres d'une idée fausse. Et c'est là que ça m'a frappé. Peut-être, juste peut-être, que le fait d'être exclu avait ouvert la voie à quelque chose de plus vrai, à réparer les divisions et à redéfinir les liens. Notre histoire n'était pas d'être éternellement éloignés. Il s'agissait de redécouvrir les fils de rêve partagés au milieu de la tapisserie de chemins divergents. Ensemble, contre toute attente, nous avons décidé de créer une nouvelle histoire, une histoire où les différences étaient célébrées et où notre amour familial se ravivait. En documentant la conclusion de ce récit chargé d'émotions, je réfléchis au parcours de Jason, un homme dont la vie a pris des tournants inattendus en raison de la dynamique familiale et des choix de carrière. Dans un premier temps, il raconte les épreuves qu'il a rencontrées en raison de stéréotypes perçus comme étant liés à son travail. Bien qu'il soit un plombier dévoué qui possède son entreprise, Jason se retrouve marginalisé par sa famille, surtout lors d'occasions festives comme Noël. Son métier, bien qu'essentiel et gratifiant pour lui, ne correspond pas aux notions traditionnelles de réussite de sa famille, qui penche fortement vers le milieu universitaire et les professions de prestige. L'exclusion atteint son paroxysme lorsque sa famille le méprise en faveur de sa sœur, Laura, qui étudie le droit. Le soutien de la famille à son ambition est évident, et les contributions de Jason sont éclipsées par les éloges élogieux pour son avenir dans le droit. Cette situation met Jason dans une position difficile, car il soutient financièrement sa sœur tout au long de son éducation. L'ironie d'être mis à l'écart par sa propre famille alors qu'il est l'épine dorsale du parcours académique de sa sœur ne lui échappe pas. Après avoir finalement atteint un point de rupture lors d'un autre rassemblement de Noël où ses réalisations ont été rejetées, Jason prend la décision difficile de retirer le soutien financier à la faculté de droit de Laura. Cet acte de défi est accueilli avec incrédulité et colère par sa famille, mais pour Jason, c'est une affirmation de sa valeur et une prise de position contre le traitement injuste qu'il a enduré. Laura, désemparée par le retrait des fonds, implore son aide, essayant de réparer un pont qu'elle ne savait pas être en feu. La décision de Jason entraîne un changement significatif dans la dynamique familiale. En l'absence de son soutien financier, Laura est confrontée à la triste réalité de financer ses études de manière indépendante. C'est un signal d'alarme non seulement pour elle, mais pour toute la famille,
qui n'a jamais réalisé l'ampleur des contributions de Jason. Ce moment charnière oblige chacun à réfléchir à ses valeurs et aux préjugés indus qu'ils avaient contre une profession qui semblait manquer de prestige mais qui était cruciale pour leur bien-être. En tenant bon, Jason trouve un nouveau sentiment de paix et d'autonomie. La prise de conscience que sa valeur personnelle n'est pas liée à l'approbation de sa famille lui donne du pouvoir. Il est mieux de ne pas subir la pression constante de se conformer à leurs attentes et se concentre plutôt sur l'expansion de son entreprise et la réalisation du bonheur personnel. Bien que le chemin qu'il a emprunté ait été semé d'embûches émotionnelles, Jason en ressort avec une compréhension plus claire de son identité et de sa valeur. Cette histoire nous encourage à réfléchir profondément aux perceptions sociétales du succès et à l'importance de reconnaître les diverses contributions de chaque individu à sa communauté. Le parcours de Jason nous rappelle que le respect et l'appréciation doivent transcender les titres de poste et être ancrés dans la reconnaissance du travail acharné et du dévouement. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure avec Jason. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour des récits plus stimulants. Nous apprécions votre soutien et nous sommes impatients de vous présenter d'autres histoires qui remettent en question les perceptions et inspirent le changement.